Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire un petit retour sur l'autoconsommation collective et on va parler un petit peu de la réglementation française et des premiers retours d'expérience en termes de développement de projet. Une flèche avant? Non. Et c'est là. Voilà. Donc, alors, je vais déjà vous parler de l'origine de la réflexion au sein de l'association ESPUL, qui a démarré en fait en 2013 dans le cadre d'un projet européen. Alors, ce n'était pas le même que celui qui nous rassemble aujourd'hui. C'est un projet européen qu'on avait avec la ville de Amsterdam et on a eu l'occasion de réaliser un certain nombre de visites de sites. Et à l'époque, en 2013 à Amsterdam et aux Pays-Bas, donc il y avait un mécanisme de soutien pour l'autoconsommation individuelle, mais calculée sur une année, ce qu'on appelle parfois le net metering. Et ce mécanisme faisait que les particuliers pouvaient déduire, en tout cas faire déduire de leur facture d'électricité, les kilowattheures injectés sur le réseau. Donc ça, c'était le mécanisme en soutien en vigueur aux Pays-Bas. Et on a donc visité une opération sur un immeuble collectif. Et cette réglementation posait beaucoup de problèmes pour les logements collectifs, parce que pour rentrer dans la réglementation, il fallait simplement, en tout cas simplement, il fallait donc diviser l'installation photovoltaïque en plein de petits systèmes et raccorder chaque petit système à l'intérieur des logements. Donc, ce qui générait des surcoûts de câblage très importants. Et en réalité, peu de projets de ce type-là voyaient le jour sur des bâtiments collectifs. La solution à ce problème-là a été apportée par le gestionnaire du réseau de distribution d'Amsterdam, la société Alliander, qui est donc un gestionnaire de réseau de distribution privé, qui a un territoire beaucoup plus large qu'Amsterdam, mais qui a également la gestion du réseau de distribution d'Amsterdam. Et Alliander a dit, étant donné que ce câblage dans chaque appartement coûte très très cher, est-ce que vous ne pourrez pas étudier la mise en place d'une solution numérique où moi, gestionnaire du réseau de distribution, garant du comptage, je viendrai donc mesurer la consommation d'une seule et unique installation photovoltaïque que je répartirai suivant une clé de répartition entre tous les logements de ce bâtiment. Donc, ça a été proposé par le gestionnaire du réseau de distribution. Ça a été mis en œuvre et grâce à ce mécanisme-là, donc chaque logement se voyait attribuer une part de la production qui était donc transmise par le gestionnaire du réseau de distribution à chaque fournisseur. Et ces fournisseurs-là défalquaient la quantité de production autoproduite de la facture transmise à chaque consommateur. Donc, c'était un mécanisme très, très simple qui s'est, dans un premier temps, réalisé sans vraiment de cadre légal, mais grâce uniquement à la volonté du gestionnaire du réseau de distribution. Et ça s'est traduit concrètement par une baisse du prix de l'installation d'environ un tiers, uniquement grâce à la simplification du câblage des installations. C'est-à-dire qu'au lieu de réaliser plein de petites installations raccordées dans chaque logement, on avait une seule et unique installation raccordée en un point unique du réseau. Et ça nous a beaucoup inspiré. C'est ce qu'on a appelé donc, le comptage virtuel, c'est-à-dire le remplacement d'une solution de câblage physique par une répartition comptable des index de production. Et on s'en est inspiré dès l'année suivante, dès 2014, pour alimenter un groupe de travail organisé par la DGEC, donc le ministère de l'Environnement, qui a organisé donc une série d'ateliers sur l'autoconsommation et qui s'est conclu par la publication d'un rapport qui, à l'époque, nous intéressait beaucoup parce que parmi les propositions, c'est la première fois qu'au sein du gouvernement, on ouvrait la possibilité à étendre le périmètre de l'autoconsommation au-delà d'une installation électrique. Et ce qui est toujours écrit dans ce document qu'on trouve encore sur Internet, c'est que l'autoconsommation peut être appréhendée à différentes échelles, au niveau d'un site unique de production et de consommation, ou à une échelle plus macroscopique d'îlots urbains tels que
un bâtiment collectif, un groupe de bâtiments, voire un territoire ou un quartier. Et pour nous, ça, on a été très très fiers que cette mention soit en tout cas figure dans le rapport du ministère, parce que c'était pour nous la reconnaissance du fait que l'autoconsommation ne devait pas être uniquement appréhendée à l'échelle d'une installation électrique, mais à un périmètre beaucoup plus large. Donc, suite à ce groupe de travail de la DGEC, on a eu donc la publication de l'ordonnance autoconsommation en 2016, qui a fait l'objet donc d'une loi en février 2017 et loi qui a été complétée par un décret en avril 2017. Ce sont donc l'ensemble des documents réglementaires qui maintenant viennent définir le mécanisme d'autoconsommation collective en vigueur en France. Le principe est assez simple et on le présente avec ce graphique-là. On a donc à l'échelle d'un bâtiment, et vous allez voir c'est un peu plus large que le bâtiment, mais on explique sur ce schéma-là à l'échelle d'un bâtiment. Vous avez donc les logements qui sont raccordés au réseau public de distribution de façon très classique, à travers une colonne montante, donc à travers un ouvrage de distribution publique. On a une dérivation, un compteur et l'installation électrique de chaque logement. En haut de la colonne montante, on a fait figurer donc une installation photovoltaïque raccordée, elle, en injection de la totalité de la production. Et ce que permet désormais le Code de l'énergie, la loi de 2017 et le décret qui en découle, c'est de permettre aux gestionnaires du réseau de distribution de comptabiliser cet index de production et de le répartir entre différents consommateurs suivant une clé de répartition prédéfinie. Et donc, ça permet donc, également d'affecter ce qu'on appelle des compteurs virtuels de production, c'est-à-dire des index de production à chaque consommateur qui sont pris en compte dans le bilan de consommation de chaque logement, pour reprendre notre exemple. Et c'est ça qui est maintenant rendu possible depuis le début de l'année 2017 grâce à la loi qui traite de l'autoconsommation collective. Donc, pour faire très très simple, je vais vous rappeler les principales exigences et limitations de ce code de l'énergie et du décret qui en découle. La première exigence concerne le périmètre. Et pour pouvoir participer à une opération d'autoconsommation collective, les producteurs et les consommateurs doivent être raccordés au même poste de distribution publique. Ça veut dire que c'est déjà un périmètre élargi. On n'est plus dans le cadre d'une installation électrique, on n'est pas uniquement dans le cadre d'un bâtiment, on est dans un périmètre plus large qui est intéressant, donc qui présente un certain nombre de limitations, mais qui est déjà intéressant par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays en Europe, puisqu'on vient étendre ce périmètre à un poste de distribution publique. En termes de gouvernance, une autre exigence importante est que les producteurs et les consommateurs doivent être regroupés au sein d'une personne morale. Cette personne morale a une principale fonction qui est de jouer le rôle d'interlocuteur auprès d'Enedis, auprès du gestionnaire de réseau de distribution, pour la transmission des index de production et surtout de la clé de répartition qui va permettre donc d'affecter une part de la production à chaque consommateur. Donc ça, c'est la fameuse personne morale organisatrice, on appelle dans le jargon la PMO. En termes de tarifs d'utilisation du réseau public, donc le fameux TURP, le texte de loi, le Code de l'énergie, précise qu'un tarif spécifique sera défini pour l'énergie autoconsommée lorsque la puissance de l'installation sera inférieure ou égale à 100 kW. Parmi les limitations, on note que contrairement aux opérations d'autoconsommation individuelle, dans le cas d'une opération d'autoconsommation collective, il n'y a aucun dispositif de soutien pour l'achat des excédents. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a excédent dans une opération d'autoconsommation collective, charge aux participants de contractualiser avec un acheteur sous forme d'un contrat de gré à gré. Mais dans ce cas-là, il n'y a aucune obligation d'achat, aucun acheteur obligé
aucun tarif fixé. On est vraiment dans une négociation de gré à gré. Donc ça, c'est pour les excédents. On continue les limitations. Alors, voilà. Par ailleurs, on a un certain nombre de contributions qui viennent s'ajouter donc au prix de l'énergie autoconsommée, qui viennent fortement impacter le modèle économique. Et je vais vous illustrer ça très rapidement grâce à un graphique qui, je l'espère, ne sera pas trop compliqué à comprendre. Alors, sur ce graphique-là, on vous a fait figurer, alors je vais voir la petite flèche, voilà. On vous a fait figurer le tarif réglementé, qui est autour de 145 € par mégawattheure. Et sur ce graphique-là, on voit donc les différentes composantes de ce tarif réglementé, la part énergie, la part correspondant au tarif d'utilisation du réseau public, la part correspondante à la contribution au service public de l'électricité, des taxes locales et la TVA. Donc ça, c'est ce qui est payé aujourd'hui par les consommateurs relevant de ce tarif réglementé, donc typiquement les petits consommateurs, les particuliers. Lorsqu'on va réaliser une opération d'autoconsommation collective, le producteur va donc fournir une partie de la consommation des consommateurs avec un approvisionnement local provenant de l'installation photovoltaïque. Et la question se pose de la rémunération de l'énergie produite par ce producteur. Et là, vous allez voir le dilemme actuel du plan d'affaires d'une installation fonctionnant dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective. Le premier scénario que je vous propose d'étudier, c'est le scénario où le prix pour le consommateur est constant, quelle que soit en fait l'origine de son énergie, que ce soit du complément de fourniture ou de l'énergie autoconsommée. On souhaite que le consommateur paye le même prix pour ces deux flux. Et qu'est-ce que ça signifie si on part de cette hypothèse-là pour le producteur? Ça signifie que le producteur, il peut retirer, si l'objectif est de vendre de l'énergie à un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective à environ 145 € du mégawattheure. On peut retirer la part de TVA parce que la part de TVA ne sera pas perçue par le producteur. On peut retirer les taxes locales et la CSPE, puisque les taxes locales et la CSPE seront dues. Et on a une discussion encore sur le TURP. Alors, c'est pour ça que j'ai mis min et max. Le TURP qui peut être soit payé à 100%, soit totalement exonéré sur la part autoconsommée. Et on obtient différentes valeurs. Ces valeurs qui se situent à un montant légèrement inférieur à 100 € du mégawattheure et que nous, on compare au tarif d'achat donc sous arrêté tarifaire pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kW crête, qui est de l'ordre actuellement de environ 110 € par mégawattheure. Et ce qu'on constate, c'est que si l'objectif de l'opération d'autoconsommation collective est de fournir aux consommateurs un prix de l'électricité autoconsommée qui ne soit pas supérieur au tarif bleu réglementé, ça signifie déjà une baisse de recettes pour le producteur. C'est-à-dire que le producteur aurait intérêt à valoriser son énergie dans le cadre d'une vente de la totalité sous tarif d'achat défini par arrêté tarifaire, plutôt que de vendre en direct cette énergie aux participants à l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que si on suit cette option-là, le perdant, c'est le producteur qui voit ses recettes diminuer par rapport à un schéma classique de vente de la totalité de sa production. Ça intègre la part fixe, là, tes schémas, ou c'est que la part variable? Du TURP? Du prix de l'élec. C'est c'est la décomposition moyenne du kilowattheure qui intègre du coup tout. Y compris la part fixe? Oui. Okay. Reventilé? 146. T'as le tour fixe? Oui, il y a le tour fixe Oui. parce que c'est à 145. Oui. D'accord. Oui. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de dire, supposons que on souhaite que l'installation photovoltaïque se réalise et qu'on souhaite que le producteur soit rémunéré au même tarif que le tarif d'achat sous arrêté tarifaire
à environ 110 € par mégawattheure. Qu'est-ce qu'on observe? Pardon. Bon, je reviens comme ça. Tac. Donc, on fixe la part énergie donc, qui sera perçue par le producteur à 110 €. On rajoute le TURP, la CSPE, les taxes, la TVA. Et on voit que si on souhaite rémunérer le producteur à un montant identique à celui donc, de l'arrêté tarifaire pour une installation de puissance inférieure à 100 kW, on voit que ça correspond, ça génère une augmentation de la facture pour les consommateurs puisqu'on passe de 145 € par mégawattheure à 200 € par mégawattheure. Et on voit que si on fait ça, si on décide de rémunérer correctement le producteur, dans ce cas-là, les consommateurs vont être les perdants et aucun consommateur ne viendra donc participer à l'opération d'autoconsommation collective. C'est la raison pour laquelle on parle de dilemme, c'est que avec le modèle économique et les dispositions actuelles, on n'arrive ni à satisfaire les exigences des consommateurs, ni celles des producteurs. Donc, on est un petit peu bloqué avec ce modèle économique. Quand ton producteur, c'est qui là? C'est qui le producteur? Parce qu'en fait, si c'est un ensemble de consommateurs qui va faire sa production à la limite. Est-ce qu'on rentre tout de suite dans le détail du mécanisme? Alors, je ne sais pas. Hein. Le producteur, ça peut être n'importe qui. Je veux dire, ça peut être le groupement des consommateurs. Ouais. Ça peut être. Là, tu réfléchis de manière globale oui. en supposant que ce n'est pas forcément un groupement de consommateurs. Oui. Dans tous les cas, quelle que soit la nature du producteur, il a intérêt aujourd'hui, avec ces chiffres-là, à passer par l'arrêté tarifaire avec une vente de la totalité de la production, parce que son bilan économique est meilleur. Alors, je vais continuer à dérouler la présentation, c'est bientôt fini. Hein. Malgré ces difficultés, on observe, si vous regardez l'actualité, si vous lisez la presse, on observe qu'il y a quand même des opérations qui voient le jour. Et je vais vous en présenter deux, alors qui sont des opérations très très importantes pour nous, parce que ce sont des opérations, ce sont des pionniers, des démonstrateurs, et on apprend beaucoup de choses avec ces premières opérations. Donc, je vous en ai montré deux. Donc, l'opération de Gironde Habitat sur une résidence neuve qui a été mise en service en décembre l'année dernière. Une installation de production fait 36 kW. Il y a donc associé à ce producteur 6 consommateurs. Les 6 consommateurs sont en réalité donc, les parties communes de la résidence, ce qui fait que dans ce projet-là, on a une unité en fait, juridique entre le producteur et le consommateur, c'est la même entité. Et donc, dans ce cas-là, donc, vous voyez un nombre assez limité de consommateurs. Néanmoins, c'est une opération qui est importante parce qu'elle permet de voir on va dire, les difficultés que pose la réglementation actuelle, notamment en termes d'échange d'informations entre le GRD et le fournisseur, en termes de collecte des taxes. Donc, ces opérations-là, encore une fois, sont pour nous des sources d'inspiration très, très importantes. Et cette semaine, on a vu une autre opération qui est assez intéressante également, qui a vu le jour, donc mise en service donc, cette semaine, juin 2018, une puissance équivalente à celle que je viens de présenter, 33 kW crête. Et là, on a 3 branchements en fait, qui font partie de cette opération d'autoconsommation collective. Donc, un branchement qui a l'installation photovoltaïque en vente, en injection des surplus. Et ces surplus sont partagés avec 2 autres bâtiments communaux situés à proximité. Et là aussi, on a une unité en fait, entre le producteur et les consommateurs, puisqu'on est dans le cadre d'une communauté de communes avec des bâtiments communaux. Donc, ça, ce sont les premières opérations qui voient le jour. Il faut savoir que des opérations en développement, il y en a beaucoup en France, parfois avec des puissances bien plus importantes, parfois avec des nombres de consommateurs bien plus importants. Donc, on en accompagne un certain nombre et on en suit de loin un certain nombre.
Je vous en ai mis 3 là, sur ce dernier transparent pour lancer les débats. Une première opération à Grenoble, dont l'objectif initial était de réaliser donc, une opération unique pour ces 2 bâtiments-là, équipés d'une installation photovoltaïque de 220 kW crête. Compte tenu du bilan économique de l'opération, ce qui aujourd'hui est en train de se dessiner, c'est de limiter en fait la puissance qui va participer à l'opération d'autoconsommation collective à 50 kW crête et de valoriser en fait les kilowatts crête suivants, en tout cas restants, sous forme d'installations donc séparées, bénéficiant d'un tarif d'achat avec injection de la totalité de la production. Donc on va quand même réaliser a priori sur cette opération une opération de démonstration, mais qui sera limitée en puissance, tout simplement pour limiter la perte financière. L'autre projet qui est également en cours de construction, donc c'est un projet qui se trouve sur la zone Lyon-Confluence, donc pas très loin d'où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est un projet donc, qui est développé par le promoteur Ogic avec un soutien donc, pour le développement d'EDF. L'installation fait 175 kW crête et là encore, donc le modèle économique est un peu affecté parce qu'on va avoir des injections de surplus qui ne vont pas être valorisées à un tarif très très important. Donc ce qui est prévu pour améliorer le modèle d'affaires, c'est du recours à un stockage assez important donc pour limiter les surplus. Et dans ce cas-là, comme dans plusieurs projets que j'ai cités auparavant, ces projets vont voir le jour parce qu'on a une subvention publique qui permet de prendre en charge un certain nombre de surcoûts. Et là, en l'occurrence, la subvention permet de financer donc, intégralement le stockage. Et c'est la raison pour laquelle cette opération va pouvoir fonctionner avec une quantité de surplus assez faible grâce à du stockage avec une capacité plutôt importante. Et pour finir, une opération dont on devrait entendre parler normalement ce soir lors de la conférence de presse du secrétaire d'État Lecornu, parce qu'elle figure dans le plan solaire, c'est une opération également à Lyon-Confluence qui est un peu particulière parce qu'il s'agit d'un macro-îlot d'une surface assez importante qui est développé par Bouygues Immobilier. Et cet îlot est alimenté non pas par un seul et unique poste de distribution publique, mais par 3 postes de distribution publique. Et malgré la présence d'un seul promoteur chargé de construire ce projet-là, actuellement, il faut réaliser donc 3 opérations d'autoconsommation séparées pour pouvoir offrir le même service à tous les consommateurs. Et si l'annonce de ce soir se confirme, le périmètre devrait évoluer et permettre de réaliser donc une seule et unique opération à l'échelle de cet îlot, même si on a donc en présence sur le site non pas un seul poste de distribution publique, mais 3. Donc voilà une synthèse de certaines difficultés qu'on rencontre sur les opérations. Donc à chaque fois, il faut savoir que ces limitations-là ont un impact toujours plus ou moins important sur le plan d'affaires, parce que ce qu'on essaye d'éviter, c'est d'embêter si possible les consommateurs de façon à ce qu'ils adhèrent à la démarche, et on vient donc affecter, dégrader le plan d'affaires du producteur pour que l'opération puisse voir le jour. Voilà, donc ça c'est pour lancer les débats. Et